Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. L'accompagnement de la Côte d'Ivoire, c'est le souhait exprimé par Joseph Boakai, le président libérien ce jeudi. Il est dans le pays pour la première fois depuis son élection. Il a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et pour son économie. Le groupe italien Eni vient d'annoncer au chef de l'État une nouvelle découverte de gaz naturel et de pétrole, 3 ans après la découverte du Champ-Baleine. Et puis dans moins de 20 jours, les Sénégalais iront aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall. La date de la présidentielle a été fixée au 24 mars. Réaction à Dakar à suivre. Depuis son élection à la tête du Libéria, c'est la première fois que le président libérien est en visite dans le pays. Joseph Boakai a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara ce jeudi. Une rencontre au cours de laquelle il a sollicité l'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans divers domaines, notamment l'énergie et l'agriculture. Les précisions de Pierre Dipomela et Fulgence Kisédou. Salle des pas perdus au palais de la présidence. Le président libérien Joseph Boakai, reçu avec sa délégation par le président de la République, Alassane Ouattara. Joseph Boakai, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, est à sa toute première visite en tant que président du Libéria. Il a dit toute son admiration pour le dynamisme de l'économie ivoirienne ces dernières années, sous le magistère du président Ouattara, avant de saluer les actions de la Côte d'Ivoire en faveur de son pays, notamment dans la fourniture de l'électricité et l'agriculture. Le nouveau président libérien est venu à l'école ivoirienne, mais aussi solliciter l'appui et l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à croître, à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité, de l'agriculture. Je voudrais vous remercier très fortement pour l'électricité qui est mise à disposition, non pas seulement pour la sous-région, mais pour le Libéria et qui contribue au bien-être des populations. Sur la base des accords signés, nous avons pu signer pour la livraison d'environ 50 MW. Et donc, au moment où je vous parle, nous ne recevons que la moitié. Avec la saison sèche, la rareté des pluies, nous savons qu'il y aura encore des difficultés. Mon équipe est là, nous allons certainement vous donner un peu plus de détails plus tard, mais nous sommes là pour faire surtout ce plaidoyer pour pouvoir avoir la capacité totale. Nous avons hérité d'un pays en difficulté, nous savons que nous vous devons beaucoup, mais nous savons également que nous pouvons compter sur votre générosité pour nous aider à reconstruire ce pays et à apporter plus de bonheur aux populations de notre pays. Le chef de l'État Alassane Ouattara a rassuré son hôte de sa volonté de poursuivre et renforcer la coopération avec le Libéria, notamment dans le domaine minier et agricole. Monsieur le Président, je voudrais donc à cette occasion non seulement me féliciter de la qualité de ces relations, mais aussi vous réaffirmer notre volonté de consolider davantage cette coopération, notamment dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé est disposé à travailler étroitement et en bonne intelligence pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Le président Ouattara a aussi fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire sous-régionale, marquée par des régimes militaires au pouvoir. Un déjeuner, en l'honneur de l'amitié qui lie les deux pays, a été offert au président Joseph Boakai et la forte délégation qui l'accompagne. Un repas au cours duquel le président libérien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Juste avant, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le président directeur général du groupe italien Eni. Et c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui a été annoncée à l'issue de cette rencontre. Les détails de Pierre Dipomela. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et pour son économie que Claudio Desclalzi, le directeur général du groupe italien Eni, est venu annoncer au président Alassane Ouattara. La découverte de gaz naturel et de pétrole très léger
dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Cette découverte, estimée à 1,5 milliard de barils, fait suite à une première dénommée Baleine, au large des côtes d'Assouindé, au sud-est de la Côte d'Ivoire. L'entreprise italienne investira 5 à 6 milliards de dollars pour son exploitation, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on a annoncé, Monsieur le Président, une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très légère associée. On parle d'une découverte entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents. Donc, c'est une grande découverte. On doit maintenant travailler avec notre associé pétrolier et aussi avec le ministère pour comprendre la vitesse à laquelle on doit aller. Avec cette nouvelle découverte, la Côte d'Ivoire se positionne de plus en plus comme un pays pétrolier. L'entreprise Eni, qui en moins de 5 ans a réalisé ces importantes découvertes, s'est engagée à investir dans le domaine social, notamment la formation, l'éducation, la santé, la conservation de la forêt et l'agriculture. Et la première dame Dominique Ouattara séjourne en ce moment au Maroc. Elle a procédé au lancement avec la princesse Lalla Asma du programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat. Ce sont 10 enfants malades venus de la Côte d'Ivoire qui en bénéficieront gratuitement. Les détails de Salifia Lekoué. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara et la princesse Lalla Asma du Maroc ont procédé mercredi au lancement du programme de dépistage néonatal de la surdité dans la région de Rabat, à la maternité du centre hospitalier Moulay Youssef. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du lancement de la seconde phase de la campagne « Unis, on s'entend mieux ». Les 2 personnalités ont pu visiter les premiers enfants, dont 3 Ivoiriens sélectionnés par l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Ce sont au total 40 enfants de la sous-région, dont 10 Ivoiriens qui vont bénéficier gratuitement de ce programme avec une prise en charge complète de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Les parents des enfants bénéficiaires n'ont pas caché leur joie et ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux 2 personnalités. À la suite de l'audiométrie, elle m'a dit qu'il fallait lui faire une pose d'implant car il souffrait d'une surdité profonde. Elle m'a dit que l'implant coûtait 10 millions pour chaque oreille. Et quand elle me l'a dit, j'ai fondu en larmes. Parce que franchement, je ne savais pas où sortir cet argent-là. Quelques jours après, le médecin m'a appelé et elle m'a dit qu'il y a une prise en charge de la première dame qui pouvait permettre à l'enfant d'entendre. Je suis reconnaissante envers la première dame. L'enfant a suivi son opération et son implantation en bonne forme. Il est ressorti après les premiers instants de reprise de conscience. Il ne s'est plaint de rien. On a toute la médication qu'il faut. Donc nous profitons pour remercier du fond du cœur la première dame, Madame Dominique Ouattara. Donc je remercie Son Altesse Royale Lalla Asma, princesse du royaume du Maroc, qui nous a pris en charge avec la première dame ici. Donc comme je le dis, nous n'avons manqué de rien. Rappelons que la première phase de cette campagne s'est déroulée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire au mois d'octobre 2023. Comme cette phase, elle était prise en charge complètement par la Fondation Children of Africa et la Fondation Lalla Asma. L'actualité, c'est aussi le ministre-gouverneur Cissé Bakongo qui a présenté sa feuille de route au chef coutumier Hatchan ce jeudi. Une occasion mise à profit pour clarifier les opérations de déguerpissement dans le district d'Abidjan et aussi solliciter le soutien des têtes couronnées pour mener à bien ces missions. Le reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Première grande rencontre entre le ministre-gouverneur du district d'Abidjan et les chefs des 60 villages Hatchan, au cœur du face-à-face du jour, pour l'initiateur, la présentation de ses missions, mais aussi et surtout des éclairages sur ces opérations de déguerpissement menées dans certaines communes. Un moment d'échange meublé d'annonces fortes, dont la nomination de 3 chefs des zones Songon, Bidjan et Koué au poste de conseillers spéciaux du ministre-gouverneur
pour assurer les têtes couronnées à Tchan. Je suis venu leur présenter ma mission. Je suis venu aussi leur donner quelques informations sur les opérations qui ont eu lieu à Abidjan depuis ma nomination. Les rassurer, leur dire que l'objectif qui est visé est simple. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations du district autonome d'Abidjan. Il s'agit de donner de la visibilité à Abidjan, à ses différentes entrées. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de faire rêver sous le magistère, la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je suis venu élargir les sillons tracés par mon prédécesseur, le Premier ministre Beugué Mambé. Les précisions et assurances du ministre-gouverneur réjouissent les chefs à Tchan. Saluant ce pas de la concertation, ils appellent à maintenir le cap pour une gestion participative du district autonome d'Abidjan et ainsi éviter tout malentendu et heurts autour des opérations d'assainissement d'Abidjan. Nous l'avons écouté, nous repartons satisfaits, mais nous retenons deux choses dans ce qu'il nous a dit. La première chose, il nous a dit qu'il vient se confier à nous. Il est à notre disposition. Ça, c'est important. La deuxième chose, il vient pas pour effacer les sillons de son prédécesseur, mais pour les élargir. Pour nous, c'est très important. Et nous, en tant que chef du village, de l'accompagner. Et comme nous allons nous retrouver régulièrement pour que nous puissions porter les inquiétudes de nos populations et trouver une solution avec lui pour que tout le peuple haïtien soit tranquille et partant du peuple haïtien, toute la Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan. Autre bonne nouvelle déclinée lors de cette rencontre, la construction d'un siège de la chefferie, le don d'un véhicule, d'un téléphone de service, d'une assurance maladie et l'allocation contributive au carburant à chacun des 90 chefs du district, soit 30 à Kié et 60 à Tchan. Des annonces bien accueillies par les bénéficiaires. Aussi, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afine-Guessan, a tenu à Yopougon une conférence publique autour du thème « L'émancipation de la femme en Afrique, enjeux de civilisation et défis de développement ». L'événement organisé par les femmes du parti précède la Journée internationale des droits de la femme. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona. À l'invitation des femmes de son parti, Pascal Afine-Guessan, président du Front populaire ivoirien, a présenté lors de cette rencontre d'échange à Yopougon sa vision des droits de l'homme et spécifiquement ceux des femmes. Le président du FPI a indiqué qu'il est temps de passer de la parole aux actes pour des femmes plus épanouies en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un État ratifie l'ensemble des dispositifs des droits de l'homme, c'est un engagement en faveur d'une culture, d'une civilisation. Et cet engagement doit être respecté. Et pour cela, nous avons proposé que nous passions de la parole aux actes. La parole aux actes, c'est faire en sorte que toutes les dispositions des lois et des textes que nous avons ratifiés soient mises en œuvre, aussi bien par l'État, mais que nous aussi, société civile, nous puissions nous mobiliser. Parce que la question des droits de l'homme, la question des droits des femmes est une question transversale. Nous voulons insister sur le droit des femmes. Parce que le chemin, ce qui a été fait dans notre pays, c'est notable, certes, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de droits au niveau de la femme qui ne sont pas encore respectés dans notre pays. Plusieurs dizaines de femmes membres et sympathisantes du FPI, mais aussi des invités, ont pris part à cette conférence publique. Elles sont reparties mieux outillées pour les batailles futures. Cette conférence, vraiment, ça m'a beaucoup plu particulièrement. Parce que j'ai vu qu'en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, la femme est beaucoup marginalisée. Moi, particulièrement dans mon village, la femme n'a pas droit à la parole. Si on pouvait déléguer, nous qui sommes les secrétaires nationaux chargés des départements, pour qu'on puisse vraiment parler à nos mères que vous avez vos droits. Vous avez des droits, mais ces droits-là, revendiquez vos droits. Je pense que vraiment, ça serait vraiment bien. Cette conférence publique a été initiée en prélude à la commémoration le 8 mars prochain de la Journée internationale des droits de la femme. À l'international, avant la fin de ce mois de mars, les électeurs sénégalais iront élire le successeur de Macky Sall, une annonce largement saluée à Dakar, comme le montre Nadja Eja dans cet élément. 24 mars selon la présidence, 31 mars pour le Conseil constitutionnel. La date de l'élection présidentielle au Sénégal reste encore ambiguë. Mais déjà, les Sénégalais se réjouissent de cette nouvelle fortement attendue. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que durant ces derniers mois, le Sénégal a été confronté vraiment à une situation un petit peu difficile au niveau social, au niveau économique.
Voilà, les étudiants et tout le monde était dans une situation un petit peu angoissante et stressante. Je pense qu'enfin le Sénégal va pouvoir respirer à nouveau. Pendant des jours, pendant des semaines, le pays était dans une certaine incertitude. Mais je suis quand même fier de constater que le Conseil constitutionnel a joué son rôle pleinement. Parce que voilà, on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel joue son rôle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers jours. Mais franchement, à la fin de la journée, on est quand même assez fiers de constater que le Conseil constitutionnel... Concernant la date des élections présidentielles, nous sommes contents à cela. Parce que ça fait longtemps, nous attendons une date. Mais nous ne pouvons pas avoir une date alors qu'on poussait la date de temps en temps. Grâce à cette élection, les Sénégalais espèrent le retour au calme et une reprise des activités économiques. Franchement, j'espère de tout cœur que ça va nous servir de leçon et qu'il est temps effectivement qu'on passe à autre chose. Parce que depuis l'annonce, depuis que c'est polémique, on a l'impression que le pays a arrêté de tourner en fait, que le business, que les affaires ont arrêté de tourner et que tout le monde était vraiment un peu dans l'incertitude. Et actuellement que c'est le début de la campagne, je pense que là c'est parti. Dans moins de 2 semaines, 3 semaines, on ira réellement dans les urnes. Je pense qu'il est grand temps effectivement qu'on essaie de tourner cette page et qu'on passe à autre chose. L'annonce du jour de l'élection intervient dans un contexte de crise. La date initiale de la présidentielle a déjà subi une modification. Le président sortant Macky Sall a une nouvelle fois tenté de repousser le scrutin au 2 juin. Une proposition rejetée par le Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.